avec la suite. Il y a un baromètre de la gouvernance RH qui est édité par Deloitte et Liceo, qui est un conseil en stratégie RH, et qui, tous les 2 ans, regarde ce qui se passe au plus haut niveau, hein, donc dans les conseils d'administration notamment. Et le problème, c'est que je ne vous ai pas sorti celui de 2012, mais ça n'a pas beaucoup bougé en définitive. 29% des administrateurs indiquent que le conseil d'administration possède une cartographie des risques RH. C'est pas beaucoup. Et c'est des grosses boîtes en plus. On peut dire que les grosses, c'est du SBF 120. Donc voilà, c'est les 120 meilleures capitalisations boursières françaises, que, allez, moins d'un tiers disent avoir une cartographie des risques. Quand on sait comment c'est important la cartographie des risques aujourd'hui, c'est embêtant. Pire, 14% des administrateurs indiquent que le conseil d'administration émet des recommandations sur la stratégie RH. Donc c'est un sujet qu'ils abordent. Donc ils parlent finance, ils vont parler innovation, ils vont parler développement du business, etc. Ils ne vont pas parler ressources humaines. Or c'est un enjeu majeur parce que c'est ça qui peut faire accélérer ou capoter votre entreprise. Alors, il y a eu un groupe de travail de l'IFA, qui est l'Institut français des administrateurs, qui a travaillé sur gouvernance, ressources humaines et performance. Alors j'avais la grande chance d'en être le rapporteur. Et à cette occasion-là, en fait, on s'est rendu compte que les DRH dans les COMEX n'avaient pas tant ça. Au niveau du CAC 40, qui sont donc les 40 plus grosses entreprises françaises, il y a quand même un tiers des entreprises dans lesquelles le DRH n'est pas membre du COMEX. Ça laisse. Et quand vous descendez dans la liste des entreprises, c'est pas mieux. Alors, lié bien sûr au patron, mais lié aussi à l'image que nous donnons. Et c'est vrai que quand on est le nez scotché sur la dernière loi, les dernières circulaires, le dernier truc du code du travail et autres, on n'est pas sur les sujets business. Il faut vraiment aujourd'hui que les DRH se mettent sur les sujets de business. Donc, le DRH intervient un peu dans les conseils, il n'est pas forcément bien connu de ce monde-là. Et puis la stratégie est décidée sans intégrer les enjeux RH à la source comme facteur de performance. C'est-à-dire qu'on aligne entre guillemets, c'est-à-dire qu'on décide de la stratégie, puis après le côté RH il fait ce qu'il peut. Et parfois il y arrive. Alors, j'ai pris juste simplement quelques exemples. Les grands projets, alors il faut que je change mon image parce qu'en plus maintenant ça marche, quand j'avais fait ça la première fois, et en plus ça a été quand même un grand projet qui a eu beaucoup de retard. Aujourd'hui, on pourrait prendre l'EPR, vous avez entendu parler de cette belle aventure où je ne sais pas combien ils vont doubler, tripler les délais, et ça va avoir des coûts faramineux. Les fusions-acquisitions, il n'y a que 10 à 30% des fusions-acquisitions qui amènent la valeur qui était annoncée pour les actionnaires. Vous savez, on fusionne 2 boîtes en disant ça va produire plus de valeur pour nos actionnaires. Quand vous regardez bien, il y a en gros 10 à 30% la valeur annoncée. Et puis là vous avez une petite courbe. On parle toujours, alors là, on a la stratégie, vous voyez, là vous avez toujours dans cette petite zone, là où ça va aller moins bien, puis après l'avenir est radieux en termes de rentabilité, de vente, etc. Puis après vous voyez que la courbe elle se décale tous les ans. Vous avez la même courbe, donc en fait vous restez en point bas tout le temps, et vous avez toujours un membre du conseil d'administration qui vous dit oui mais c'est un problème d'exécution de la stratégie. Et au bout d'un certain temps, on peut se demander quand même si ce n'est pas un problème de construction de la stratégie. Et pour avoir accompagné un certain nombre d'entreprises et puis avoir vécu moi-même dans l'entreprise, de temps en temps, je vous promets que ce n'est pas un problème d'exécution de la stratégie, c'est-à-dire que la stratégie qui a été décidée, elle n'était juste pas réalisable. Elle n'était juste pas exécutable, notamment pour des problèmes humains. Sur les fusions-acquisitions, ce qui coince aujourd'hui, ce sont essentiellement les problèmes humains. Alors, soit en haut, ce que j'appelle les fusions entre égaux AUX ou égaux O, soit plus, je dirais, dans la ligne classique, vous achetez une boîte pour une pépite, pour un brevet, ça c'est pareil dans les univers de la pharma, vous achetez une boîte pour un joli brevet, puis vous vous débrouillez tellement bien qu'en définitive, tous les gens qui pourraient mettre au point les produits qui ont été brevets partent. Donc vous vous retrouvez avec avoir acheté une boîte, son brevet, et vous ne pouvez plus rien en faire. Sauf alors il faut réembaucher, etc. Et vous perdez 5 ans
dans votre développement. Donc là, il y a de vrais enjeux qui sont des enjeux RH, et dans les gros projets, ce qui loupe à tous les coups, c'est des enjeux de talent, d'engagement, de clash culturel, de communication et de leadership. Vous allez retrouver dans la majorité des échecs aujourd'hui dans le business, c'est essentiellement ça. On dirait c'est normal parce que les entreprises, c'est fait d'hommes et de femmes, a priori, donc c'est normal que c'est là que ça loupe aussi, mais en tout cas, une vraie problématique sur ces sujets-là, que les conseils aujourd'hui ne prennent pas encore complètement bien en charge. Donc on fait des fusions-acquisitions, on évalue les entreprises avec des financiers, on regarde un certain nombre de choses, mais on ne regarde pas les enjeux RH, alors qu'on pourrait le faire. Ce n'est pas le but aujourd'hui d'expliquer ça, mais on sait faire des évaluations avant, et pas que après. Donc voilà, ça c'est le petit constat pour dire pourquoi c'est important et pourquoi ça devient de plus en plus et pourquoi ça va devenir complètement incontournable. Donc ces enjeux de ressources humaines, pour moi, sont vraiment des enjeux aujourd'hui qui sont incontournables pour la performance des entreprises. Alors, j'ai mis des solutions, ce n'est pas les solutions. Voilà. On va parler de gouvernance et de leadership RH. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas perdu? Non? C'est bon. Alors, les composantes de la gouvernance RH, on en a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, pourquoi je les ai mises comme ça? Mais parce que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que j'ai fait, d'ailleurs, dans ma précédente vie? Pas tout le temps, mais un peu. Bon, allez, on avait un cabinet qui venait nous faire du conseil en stratégie. Voilà, donc on avait des beaux PowerPoint, machin, puis on avait le développement de notre business à 10 ans, comment on allait faire, etc. Le volet organisationnel, le volet RH, entre guillemets, on en parlait pas. Puis après, vous aviez un joli cabinet en organisation qui venait vous faire du lean management sur vos lignes de production. Vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez gagner. Super. Ouais, à part qu'on ne s'occupait pas forcément des personnes, ni en termes de formation, ni en termes de communication, ni en termes, je dirais, de pilotage de développement des talents et de pilotage des transformations. Alors, j'aime pas trop la conduite du changement, parce que je trouve que le changement, c'est pas une diligence, donc ça se conduit pas, mais bon, je parle plutôt de transformation. Si on veut que les personnes s'approprient leur futur et s'y préparent, il n'y a pas que de la communication à faire et puis de la formation. Il y a ça aussi, mais pas que. Il faut leur permettre aussi de réfléchir à ce que sera demain leur métier et comment elles vont l'exercer. Et puis alors, culture et valeurs, on ne s'en occupait pas du tout. Alors voilà, ça on a fait. Moi j'ai fait les quatre moi, dans une autre vie. Puis ici on a fait un truc super sympa sur les valeurs. À un moment on s'était dit, il faut aller vite, il faut être flexible. Donc on a fait les valeurs, on a regardé comment il fallait faire, on a demandé aux salariés, on a mis des beaux posters partout pour dire, voilà, ça veut aller vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais rendre un travail même si c'est pas fini à 100%. Voilà. On a fait plein de trucs. Et puis en même temps, le volet organisationnel, on a décidé de se faire certifier ISO. J'ai rien contre ISO dedans. Mais on demandait aux salariés d'aller vite, en lien avec les valeurs qu'on avait définies. Et dans le même temps, j'avais une procédure de maîtrise du changement qui m'imposait que chaque fois que je voulais changer quelque chose, j'avais 3 pages de trucs à remplir, des petites coches et machin, qui, si jamais je ne le faisais pas, je me faisais taper sur le doigt par l'équipe qualité. Qu'est-il arrivé? Eh bien, c'est que 5 ans plus tard, on a refait l'évaluation de la manière dont on travaillait, et bien on avait renforcé tout ce qu'on ne voulait pas. Parce qu'on avait beau dire ici, les personnes travailler autrement, le système organisationnel qu'on avait mis en œuvre faisait force de rappel telle qu'il ne pouvait pas y arriver. Donc, voilà. Vous avez la même chose quand vous faites du coaching. Vous coachez un patron, vous coachez un cadre d'une business unit, etc. Ou vous l'envoyez en formation sur un certain nombre de sujets. Si tout le reste là n'est pas en cohérence pour le coup, ça ne marchera pas. Il va faire des efforts de dingue, il va être malheureux comme tout, et vous avez une force de rappel autour qui va faire ça. Donc, pourquoi je parle de gouvernance? C'est parce qu'il faut vraiment prendre l'ensemble des sujets comme un tout et aller regarder toutes les interactions qu'il peut y avoir. Alors, on va parler par exemple rémunération. Tiens, allez, on demande aux personnes de faire du collaboratif. On est là, c'est la grande tendance, le co, la coopération, le collaboratif,
on va gagner ensemble, on va réussir ensemble. Et on met un système, au même moment, hein, un système de primes, donc de REM, que je mets dans le côté process ici, hein, qui fait qu'il n'y a aucune prime collective. Ça encore, bon, allez. Mais pire, ici on leur demande d'échanger leurs bonnes pratiques, à part qu'ici, il y a un classement qui fait que le premier gagne plus que le deuxième, qui gagne plus que le troisième, qui gagne plus que le quatrième. Donc le résultat, mon résultat de prime, n'est pas lié juste à ma performance à moi, c'est lié à ma performance par rapport à celle des autres. Et vous pouvez nier qui coopère complètement. Pas terrible. Donc je vois ça, ça c'est gentil, ça s'éteint, j'espère. Donc je vois ça assez souvent. Donc des choses qui sont complètement incohérentes. Ça manque de congruence. Pareil avec la culture, les valeurs, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc l'idée c'est bien d'aller essayer de rassembler tout ça dans un tout qui va être un peu plus organisé. Ah, alors peut-être que si j'arrête pas ça, voilà. Moi c'était le rapport mensuel, ça tombe bien sûr. Juste là. Alors, voilà quelques outils. Alors ce sont des outils, pourquoi je les présente? Parce que ce sont des outils de DRH. Alors c'est vrai que ce sont, moi aujourd'hui je le fais en extérieur, même si j'ai des missions de DRH encore part-time. Je fais du DRH hybride, j'appelle ça plutôt, de temps en temps. Je fais de temps en temps très opérationnel, de temps en temps un peu plus stratégique. Et ce sont des outils que les DRH peuvent complètement s'approprier, à se faire aider ou pas d'ailleurs, et qui leur permet de remonter à la table de la stratégie et des enjeux qui ne sont pas que des enjeux opérationnels et techniques. Donc, on va aller regarder tout ce qui est vision, mission, les valeurs, on en reparlera. Là, quelle est notre contribution pour nos clients? Et il ne faut pas oublier qu'une boîte, c'est d'abord ça. Les derniers thèmes de Dave Ulrich, qui est donc le gourou RH, c'est de dire, vous, des RH, recrutez vos collaborateurs comme vos clients les recruteraient. Ouais, à part qu'il faut bien une DRH aujourd'hui savent vraiment à quoi ça ressemble un client. Qu'est-ce qu'il veut le client? Qu'est-ce qui est important pour lui? Notamment quand on est sur un produit grand public, ça va à peu près, quand on est sur un produit un peu particulier. Donc ça, c'est vrai, c'est un élément essentiel. Et j'aime bien ce modèle-là parce que vous avez un volet externe, donc quel est le service qu'on rend à nos clients et quelle est notre contribution à la société. Pourquoi? Ce que j'appelle le pourquoi on est là dans le monde. Et puis il y a la vision interne, vision, mission et vision, il y a le côté interne, motivation interne, qui permet aussi de rassembler les équipes. C'est pour ça que ce modèle, en définitive, je le bien. Donc quel est notre cœur de métier? Comment allons-nous continuer à nous développer? Et quel est notre potentiel de développement? Et là, on est vraiment sur des sujets RH. Là, on est sur des sujets business et de transformation du monde. Là, on est sur le volet plus interne. Et le DRH qui maîtrise bien ça, ce tableau-là, eh bien, il prend un peu de valeur par rapport à son conseil, par rapport à son COMEX. Il apporte quelque chose de différent. Quand vous rassemblez une équipe de direction sur ces 4 sujets-là, je vous promets que vous faites du bon boulot derrière. Et après, on va travailler sur les valeurs qui donnent de l'énergie, parce que les valeurs, ça donne de l'énergie. Donc voilà un premier thème qui permet de rassembler au moins 3 éléments. C'est déjà pas mal. Deuxième outil, là je vous présente des méthodos et des outils qui sont, je ne vais pas dire en vente libre, mais que vous pouvez utiliser sans aucun problème. Le balance scorecard. Alors c'est un mot un peu barbare, parce que scorecard c'est un tableau de bord, et puis balance ça veut dire équilibré. Pourquoi? C'est brave, Norton et Kaplan, c'est un truc qui date des années 95 à peu près. Pas tout le topo derrière. Ils se sont dit qu'avoir des objectifs que financiers et court terme, en définitive, c'est pas ça qui allait faire l'avenir des boîtes. Ça pouvait, si on pilotait à 3 mois pour le cours de l'action, ça pouvait être intéressant, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on arriverait à piloter l'entreprise. Donc ils ont construit un système où certes on dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fournisse à nos actionnaires, à nos financiers préférés, mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse vis-à-vis de nos clients? Est-ce qu'il faut qu'on lance un nouveau produit? Est-ce qu'on ferme une gamme? Est-ce qu'on arrête les délais de livraison, etc. Et puis pour ces deux choses-là, sur quel process il faut qu'on soit vraiment bon? Et quels
quels sont les enjeux RH qui vont avec. Et pourquoi j'aime bien cette démarche, des démarches de systémique ou autre, parce qu'à un moment, on peut aller chercher les vrais enjeux d'organisation et de RH en termes de développement. Est-ce que j'ai bien les talents dont j'ai besoin pour demain? Si je ne les ai pas, est-ce que je peux les acquérir ou les faire grandir? En termes de culture de travail, qu'est-ce qui va être important? En termes d'organisation, qu'est-ce qui va être important? Et ça permet de boucler et de se dire que peut-être que si on ne peut pas avoir ça comme il faut, peut-être qu'on ne sera pas là. Et du coup, le système, il s'équilibre. Ça permet, quand on fait ça au plus haut niveau, notamment dans un COMEX, d'intégrer d'emblée les enjeux ressources humaines à la source de la performance et non pas après, une fois que la stratégie est décidée. Donc pour moi, c'est un bon outil pour aller intégrer très tôt dans la construction de la stratégie, de la tactique, sa traduction et son pilotage, les enjeux RH. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en définitive, quand je me suis retrouvée, quand j'étais RH chez Garbet, je me suis retrouvée à piloter le processus stratégique. Je ne dis pas que je faisais la stratégie, je pilotais le processus stratégique. Et le cabinet RH avec lequel je travaillais à l'époque m'a équipé de ce truc-là. Ce n'était pas anodin, parce que ça permettait de remettre vraiment les ressources humaines dans le système, et non pas après. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce petit outil-là. Et ça, c'est quelque chose, là aussi, que les DRH peuvent s'approprier. Ça demande un petit peu de travail pour le maîtriser, et ça fait partie des choses qui leur permettent d'aller parler business avec leurs collègues. Alors, autre association que l'on peut faire aussi, j'ai mis organisation, culture et valeurs. Alors, intégrer la vision, la stratégie, les valeurs. Aujourd'hui, je vois beaucoup, alors les valeurs, on en reparlera aussi un petit peu plus tard, mais on a beaucoup, toutes les boîtes ont les mêmes. Hein, vous allez vous taper les systèmes de valeurs ou valeurs des plus grosses boîtes, vous allez retrouver la qualité, l'excellence, l'équité, etc. Une fois qu'on a fait ça, on demande aux salariés d'avoir les comportements qui vont bien. Donc en général, on a décliné ça, puis on a des jolis posters dans le hall d'entrée. Nous, collaborateurs 2, on s'engage à, et je ne vois pas l'engagement de l'entreprise. Et pour moi, derrière le système de valeurs, il y a aussi, certes, les comportements personnels qui doivent être en lien avec ces valeurs, mais il y a aussi les comportements organisationnels. Et donc, quand je travaille sur ces sujets-là, je travaille à équilibrer aussi ce que l'entreprise s'engage à faire pour mettre en place ces valeurs-là dans la vraie vie. On va prendre un exemple, on a valeur, on se projette à long terme. Quand je me projette à long terme en tant que salarié, ça veut dire un certain nombre de choses. Quand je me projette à long terme en tant qu'entreprise, ça veut dire déjà que je fais un plan à 3 ou 4 ans, ça veut dire que je le communique, ça veut dire que j'accepte que les collaborateurs aient des projets, des parcours professionnels à 3-4 ans et puissent engager des formations qui ne sont pas directement liées à leur métier de là, ici, aujourd'hui, mais leur permettent de se préparer à autre chose. Voilà. Et ça, ce sont des enjeux organisationnels qu'il faut mettre en regard des enjeux personnels et des comportements personnels. Ça, c'est un thème qu'on a parfois du mal à faire passer. Hein, c'est-à-dire que les DG attendent beaucoup de leurs collaborateurs, mais ils sont un petit peu moins prêts à mettre au pot en termes d'organisation. Et tous les comportements organisationnels qu'on va décliner là, ce sont derrière des comportements qui sont en général des comportements d'ordre managériaux ou autres et qui vont être portés par le DRH. Alors, le management au quotidien, là on a une belle association des deux volets, et là aussi il faut faire attention. Il y a des organisations aujourd'hui qui ne permettent pas de répondre aux besoins de développer le développement des compétences et le développement de la motivation. Vous avez des entreprises où les salariés sont extrêmement contraints. Ils n'arrivent pas, je dirais, à donner le meilleur d'eux-mêmes. On parlait d'engagement tout à l'heure, c'est donner le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est l'organisation et le patron qui va permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Mais des patrons qui sont bien démunis, parce que le système organisationnel qu'ils ont en main n'est pas suffisamment flexible et porteur. Donc ils souffrent un peu. Alors, revenons sur la culture de travail, les systèmes de valeurs, parce que pour moi c'est un axe important. Donc ça c'est un modèle que j'utilise, que je suis allée chercher parce que je n'avais pas dans ma boîte à outils de moyens d'aller évaluer la culture de travail, et pour moi c'était assez fondamental. Donc je me suis certifiée sur cet outil-là. Le but c'est pas de présenter, c'est simplement de montrer après ce qu'on peut faire
Donc vous avez en fait 7 niveaux de valeur qu'on va retrouver dans 7 niveaux de leadership, dans 7 niveaux de motivation, 7 niveaux d'engagement. Ça a été construit sur la base de la pyramide de Maslow, vous connaissez forcément, hein, sachant que ça c'est la petite pointe en fait, ici elle est beaucoup plus grande, ça c'est la petite pointe. Là c'est quand les besoins ne sont pas assouvis entre guillemets, et là c'est tout ce qui est croissance. Mais quand vous allez commencer à travailler avec ça, on va voir comment, et en fait vous réussissez du coup à mettre votre organisation et les personnes qui sont dedans en route vers ce qui est important pour l'entreprise, en s'appuyant sur ce qui est important pour eux. Donc il y a une bonne articulation entre ce qui est important pour l'entreprise et ce qui est important pour les personnes qui vivent à l'intérieur de l'entreprise. Et on crée de l'engagement. Alors on va passer celui-là qui est un petit peu compliqué, et vous avez simplement les valeurs d'ordre personnel et les valeurs d'ordre organisationnel. Imaginez que la